Prouver. Dis-nous ce que tu vas éprouver. Le fond, tu viens de le toucher. Ou la bombe, tu viens de l'épouser. Oh! Nous pas jamais baisser les bras. Non, nous pas jamais baisser les bras. Non, n'a combattu à qu'un seul voix. N'a combattu à qu'un seul voix. Hey, nous pas jamais baisser les bras. Non, nous pas jamais baisser les bras. Non, n'a combattu à qu'un seul voix. N'a combattu à qu'un seul voix. Pas baisser les bras. Résistance, oui, n'a combattu. 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 Hey. Merci. On monte les bras, on applaudit les mains pour accueillir Michael, Buta, Myriam, Wally et Tali. C'est donc le collectif hip-hop Nomadique Massive qui est en tournée européenne très très bientôt. Dans quelques jours à peine, ils se rendent en France. Ils sont connus pratiquement sur les 5 continents. Ils chantent comme s'ils étaient 5 continents. Et ils sont un peu plus nombreux. Là, c'est la version, la mini-version de Nomadique Massive avec nous. Ils seront avec nous encore pour 2 autres chansons à travers cette émission spéciale qui est préparée par Radio-Canada International. J'ai des collègues ici, on va vous les présenter. Et également avec le soutien technique remarquable, logistique, en plus de ça, de Radio-Canada. Et ils sont ici tout autour de nous. Alors, merci beaucoup d'être venus à cette émission spéciale dont le thème est l'inclusion. Et vous êtes ici nombreux, mais vous êtes encore plus nombreux sur le web. Cette émission est d'abord une émission web-télé qui est transmise en direct sur les plateformes traditionnelles de Radio-Canada International, sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres, j'imagine aussi, qu'on ne mentionnera pas, mais également sur IO. Et sur IO, bien, ils ont pointé leur caméra, si vous voulez, sur notre site web et ils reprennent le signal. Ça veut dire que tous les employés de Radio-Canada à travers le pays en ce moment regardent cette émission spéciale sur l'inclusion en ce mois de l'inclusion, ici, à travers la Société Radio-Canada. Alors, je vous présente, il y a beaucoup de monde ici sur les différents plateaux. On va parler au groupe Nomadique Massive un peu plus tard à l'émission pour parler de leurs efforts d'inclusion, de leur succès également dans cette aventure. Pour le moment, je vous présente les invités de Radio-Canada International. Vous avez Wei Wu de la section chinoise de Radio-Canada qui apportera des notions importantes par rapport à sa communauté, comment elle voit son inclusion. Ici, à Radio-Canada, il y a plusieurs personnalités ou personnes d'origine chinoise qui travaillent avec nous et d'autres diront pas tellement. Hein? Et puis, il y a également quelqu'un qui est un ancien correspondant de guerre. Je vais vous décrire comme ça parce qu'ils sont peu nombreux dans le monde et ils font un remarquable travail, très précieux. Levon Sevens de la section anglaise de Radio-Canada qui s'est joint à nous il y a environ 3-4 ans, de façon permanente. Avant ça, vous étiez un contractuel, comme plusieurs d'entre nous. Il y a également Chantal Alice Chanden qui est avec nous, qui est, on pourrait dire, c'est pas une ancienne auditrice de Radio-Canada International en Afrique, mais elle aurait pu l'être si elle avait écouté RCI à l'époque. Elle a un jour décidé de quitter le Cameroun. Elle a travaillé au Cameroun comme journaliste. Elle est venue ici, pas d'abord à Radio-Canada, mais elle est allée d'abord à l'Université Laval, où elle a appris le journalisme. C'est incroyable. Et puis, elle va être un point central dans quelques instants de la discussion. Là, ça, c'est les invités de RCI. Il y a aussi avec nous, évidemment, des collègues que l'on qualifiera d'invités de marque, pour ne pas dire remarquables. On a Michel, ici, Cormier, directeur de l'information de Radio-Canada International, encore pour quelque temps. Vous partez au mois de juillet, la mi-juillet? Est-ce qu'il y a une date de fixée? Oui, j'en suis sûr. Oui, le 31 juillet. Très bien. Puis, il est secondé par un compagnon des ondes qui également va pouvoir parler d'aspects très importants par rapport au développement de la question de l'inclusion ici à Radio-Canada, c'est-à-dire Joanne Drouin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Joanne. Joanne, on va beaucoup aller vers vous pour avoir des statistiques, des chiffres, des données très précises qui vont permettre aux gens de saisir l'évolution des choses et dans certaines fois le manque d'évolution. C'est un dossier qui vous préoccupe depuis très longtemps. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça fait environ 7 ans maintenant que je suis à Radio-Canada dans un rôle-là et avant dans une autre organisation également. Il y a un comité d'inclusion et de diversité à Radio-Canada. Est-ce que vous étiez là, vous travailliez à ça avant la création de ce comité avec Luc Simard, qui en est le directeur? Donc, le comité existait avant Luc, avant moi aussi.
Donc, je comprends que ça fait déjà un bout de temps que ça roule. Puis il y a aussi une gouvernance qui existe ailleurs, également aussi avec les syndicats. Alors, évidemment, j'ai quelqu'un ici, une collègue de travail. Ce n'est pas une collègue de RCI, mais elle travaille pratiquement à côté de nous. Vous allez nous dire qui vous êtes, parce qu'une invitée mystère, Non, on dit. hein, c'est la place d'honneur ici. Ah, Il y a plusieurs places d'honneur, remarquez. Mais Moi, je m'appelle Mélissa Mollin-Dupuis. Je travaille avec mes collègues à Espace Autochtone. J'ai une chronique, d'ailleurs, pour répondre aux questions du public. Et toutes les questions sont bonnes à demander. Mais je suis aussi... je fais partie de la Wapikoni Mobile comme présidente. Je suis cofondatrice pour I Don't Know More Québec. Je suis ambassadrice de conscience 2017 pour Amnesty International. Puis la Fondation David Suzuki Oui, récemment? et récemment responsable de la campagne Boréal et Caribou à David Suzuki. Donc, je jongle beaucoup de chapeaux, mais toujours avec en tête les Premières Nations. Bon, je vous ai réservé le lancement spécial de cette émission spéciale. Oui, mais d'ailleurs, je tiens à remercier les peuples qui nous accueillent sur leur territoire, qui nous permettent d'avoir une si belle activité en une si belle journée. Donc, c'est toujours bon de les avoir en tête quand on fait des activités sur des lieux publics. Ce qui est bien plus qu'agréable, ce qui est fondamental, depuis longtemps, j'y pense, c'est d'avoir une collègue ou un collègue de la mise en onde, toujours quelqu'un avec moi, avec qui on peut partager, quelqu'un avec lequel on a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Je veux tourner vers le microphone, c'est un peu solitaire comme histoire, en tout cas. Bonjour Paloma. Allô Stéphane. Paloma va se promener beaucoup, pas parmi vous, rassurez-vous, mais de ce côté-là, où on a des invités spéciaux, des invités qui travaillent à Radio-Canada et qui vont illustrer les hauts et les bas de la diversité et du défi de l'inclusion à Radio-Canada. Paloma, vous-même, vous avez deux chapeaux. Non seulement vous êtes co-animatrice, mais vous allez aujourd'hui nous parler, évidemment, du cœur, j'imagine, mais aussi de la raison. Vous travaillez au comité, au fameux comité dont on parlait un peu plus tôt sur l'inclusion et la diversité, et vous donnez de la formation. En fait, je suis formatrice, oui, auprès des journalistes et journalistes à la recherche pour des Radio-Canada en ce qui concerne l'inclusion et l'équité à Radio-Canada. Donc, on leur parle de plusieurs manières d'ouvrir nos horizons et de présenter de nouveaux invités, de prendre des risques en ce qui concerne la diversité à Radio-Canada, surtout au niveau des invités en ondes, oui. Parlez-nous de vos invités. Je vous donne quelques secondes. Je parle beaucoup pour vous permettre d'y aller. Oui, je vais y aller tout de suite. Donc, on a ici James François, qui est chef de la planification à la grille programmation aussi. Bonjour, James. Levez la main. On a aussi Diana Gonzalez, qu'on connaît tous parce qu'on entend sa voix souvent dans les informations radio et les journalistes. Bonjour, Diana. Il y a du feedback, je crois. Juan Carlos Basso, qui est agent de formation médias numériques. Bonjour, Juan Carlos. On a aussi Pascal Labi, chef de développement application, instigateur du forum Voix LGBTQ+, de Radio-Canada. Bonjour, Pascal. Et puis Pauline Pénicaud, qui est adjointe à la réalisation à la radio. Bonjour, Pauline, ça va bien? Donc, moi... Est-ce qu'il y a du feedback? Je veux juste savoir si c'est correct. C'est réglé? Parfait. Donc, pour continuer en présentant nos invités, Stéphane, moi, je voulais vous faire une petite parenthèse ici parce que j'aimerais savoir quelles sont les attentes de nos invités concernant cette émission, parce que comme on sait, on parle beaucoup de diversité, beaucoup d'inclusion, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la diversité et à l'inclusion. Pascal? Moi, je trouve que c'est une très belle première étape, pas juste cette émission, mais le mois de l'inclusion à Radio-Canada, le mois national de l'inclusion. Comme je dis, c'est une première étape. Ça doit être suivi d'engagements concrets, mais je trouve que c'est une très belle première étape de pouvoir être ici, en discuter tous ensemble, voir ce qu'on peut améliorer, comment on peut améliorer les choses, parce qu'il y a toujours place à amélioration. Donc, je suis très confiant pour l'avenir. Pour moi, c'est très positif comme première étape. Pauline, peut-être les gens se posent la question, pourquoi on vous a invité à participer à cette émission de l'inclusion à Radio-Canada? Donc, dites-nous un peu le contexte dans lequel vous êtes invité. Alors déjà, je pense que c'est très important de faire ces actions comme celle-ci et d'inviter vraiment des personnes venant de différents milieux, différentes cultures et de rassembler les gens justement par rapport à ça, que ce soit par rapport au handicap, mais aussi au sexe personne. Donc je trouve que c'est très important de faire des actions comme ça. Et vos attentes par rapport à cette émission en particulier? C'est vraiment de continuer d'informer les gens, d'amener cette confiance pour que les gens puissent se sentir à l'aise d'en parler justement. Parce que dès qu'il y a de la confiance, on peut en parler et on peut trouver plus d'actions par rapport à ça. Donc,
La même question, donc James François, quelles sont vos attentes? Mes attentes, ça fait 18 ans que je travaille à Radio-Canada et c'est la première fois en 18 ans qu'on a une initiative de la sorte. Donc, on en parle et je trouve ça très bien. Donc, les gens sont sensibilisés, donc il va y avoir un apport des gens, surtout des minorités visibles, des gens de d'autres cultures. Parce que de plus en plus, Montréal, Canada, le Québec, on devient multiculturel. Donc, il y a beaucoup d'immigrants. Donc, arrivant vers 2030, 23% de la population va être la minorité visible. Donc, il faut en parler. C'est une bonne chose. Et surtout, il faut mettre des choses en place. C'est pas juste en parler. Je dis parler, c'est bien, mais il faut mettre des choses concrètes, comme qu'il a dit Stéphane. En fait, en ce qui concerne la diversité, on sait que 50% de la population montréalaise a au moins un parent né à l'étranger. Donc, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. C'est le temps, je crois. Donc, Jean-François, ça fait 18 ans qu'il travaille ici. Diana Gonzalez, ça fait moins de temps qu'elle travaille à Radio-Canada. Donc, quelles sont vos attentes par rapport à cette émission? Bien, c'est surtout donc de donner une vitrine à cette diversité parce qu'elle existe, on est là, et aussi savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait davantage de diversité à Radio-Canada également. Donc là, vous représentez aussi la diversité d'accents. On vous entend à la radio. Exactement. C'est peut-être une diversité qui existe, qu'on voit à Radio-Canada, mais qu'on n'entend pas souvent. Donc, c'est l'occasion de l'entendre, voilà. Et Juan Carlos, vous travaillez ici depuis si longtemps aussi, mais vous faites aussi partie du comité du Forum Voix LGBTQ+, de Radio-Canada, qui est une initiative qui a commencé avec Pascal, entre autres. Donc, et vous, par rapport à cette émission, qu'est-ce que vous attendez? Bien, en effet, pour moi, c'est une belle initiative. Ça veut dire, je me sens privilégié de le fait de pouvoir participer dans 2 comités. Donc, je trouve quelque chose que c'est très important, c'est le fait qu'on lance la discussion ici. Et c'est une façon de sensibiliser à tout le monde. Mais le plus important pour moi, c'est que nous, on lance quelque chose de grand ici, mais on va faire que tout le monde ici qui écoute ça, par la suite, il va y aller à son bureau, il va discuter avec son collègue, puis il va aussi discuter. Donc, on lance la boule de neige qui va faire plus grand par rapport à ça. Puis tu parlais tout à l'heure avec Diana par rapport à la diversité des accents. Puis c'est très important parce que moi, j'ai la chance de me promener pour donner des formations de Moncton jusqu'à Vancouver. Et oui, il y a la diversité telle qu'elle visible, mais aussi on a des communautés que Radio-Canada représente, la communauté franco-manitoba, la communauté françaiscois, la communauté acadienne. Puis ces gens-là, que c'est des francophones minoritaires, ils veulent aussi, puis ils me disent à moi, ils veulent aussi s'entendre à l'antenne de Radio-Canada. Donc, Stéphane, je vous cède la parole. J'ai fait un gros tour. Oh, vous avez C'est très votre bien tour fait ça. maintenant. Merci beaucoup de m'avoir laissé souffler un peu. Puis j'ai écouté, ça me donne de l'énergie, encore plus. J'en avais beaucoup, mais là, ça va mieux. Encore mieux. Écoutez, voici ce que je fais normalement lorsque je fais une émission. Nous, c'est le vendredi, on fait une émission web-télé. On est habitué à faire ça, on fait n'importe quoi. Alors, le vendredi, on fait une émission qui s'appelle Tam Tam Canada. Et on pose 3 questions aux invités. Généralement, c'est des collègues tout aussi ignorants que moi-même. Sur la réalité canadienne, on essaie de faire comprendre le Canada aux autres. Aujourd'hui, on essaie de faire comprendre la diversité et l'inclusion aux autres. D'accord? On va faire ça avec les gens qui sont assis, qui mangent avec nous, qui prennent le café et qui nous observent. D'accord? Alors, j'ai 3 questions. Chaque question, on ajoute des points. À la fin de l'émission, si vous avez 100%, tant mieux pour vous. On va essayer de faire gagner le nombre maximum possible de personnes. D'accord? On n'est pas très sévère aujourd'hui. Je vous pose une question, une première question, qu'on va appeler remue-ménage pour le plaisir, et qui porte pour 20 points. D'accord? Donc, si vous ratez, c'est pas grave, vous pouvez vous racheter plus tard. Ça porte sur 100 points au total, notre affaire. Bon, voici la question. En 2011, la présence des journalistes appartenant à des minorités visibles dans les principaux médias au Québec, on ne vise pas Radio-Canada uniquement, mais dans les principaux médias au Québec, radio, télé, télévision, tournait autour de quel pourcentage environ? Alors, on va demander à nos spécialistes de l'inclusion, hein? On va commencer par vous. Ah, qui veut commencer? Levez la main. Quel pourcentage des journalistes de minorité? 10% à tout hasard. Je dirais autour de 10%. Ouais. 25. Moi, je pense que c'est pas autour de 5%. La même réponse. 5%. Moi aussi, 5%. Alors, nous, on cherche, si vous êtes à peu à 5%, plus ou moins de la bonne réponse, on vous accorde, d'accord? Il n'y a pas de problème. On va se tourner vers les autres. Levez la main si vous voulez participer. Si vous pensez que c'est 25%, vous allez dans les réponses données. Levez la main.
Pas une main. Une seule. Une seule? Une seule à Non, l'arrière. je pense qu'il est en train de parler avec une collègue. Oh, oui. On va essayer 50 %. On aura peut-être une réponse. 50 %? Non? 5 %? Oui! OK. C'est la bonne réponse. Accordez-vous 20 points. Tant mieux, merci. Tous ceux qui ont dit 5 vous avez tous 5 points. Ouais. 20 points, pardon. Voilà. Ben, pour les autres, la suite, il y aura d'autres jeux. Alors, ça, c'est ce qui ressort d'une enquête faite en l'an 2011. Il y avait aussi une enquête faite en 2000 par Florian Sauvageau, que tout le monde dans les médias connaît. Il est arrivé à la même conclusion. 97,7 % des journalistes étaient blancs. C'est ça à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si on dirait les mêmes choses dans les mêmes termes. On aurait peut-être d'autres mots, d'autres termes pour expliquer la réalité. En tout cas, c'est ce qui se passait à cette époque-là. Je me tourne vers Alice Chandem, ma collègue de travail à la section française de Radio-Canada International. Avant qu'elle se joigne à nous, elle était à l'Université Laval. Après être arrivée du Cameroun, magnifique pays bilingue, français-anglais. Merci pour magnifique pays. Effectivement, moi, c'est Alice Chantal Chandem. Je viens du Cameroun, où j'ai travaillé notamment à la télévision nationale comme journaliste. Donc, une fois arrivée ici au Canada et notamment ici au Québec, je suis allée à l'Université Laval dans le cadre de ma maîtrise en communication publique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai effectué ma recherche sur la représentation des journalistes issus des minorités visibles dans les médias, le cas de CBC et de Radio-Canada. En quelle année, ça? Là, ça se passait en 2012. C'est en 2012 que j'ai présenté cet essai-là. Et donc, il était question d'analyser les bulletins d'information, les éditions de 22 heures, aussi bien en anglais qu'en français. À la télévision? À la télévision, oui. Contrairement à Florian Sauvageau, qui avait étudié les journaux nationaux de façon générale, la radio, la télévision, la presse écrite. Moi, j'ai travaillé notamment sur la télé. Et j'ai voulu donc analyser les éditions de 22 heures parce que j'ai estimé que ce sont les éditions représentatives de l'ensemble des nouvelles nationales du pays. Et donc, ayant observé donc ces bulletins de nouvelles sur 2 mois, je suis arrivée à 3 principales conclusions. La première, c'est que, c'est une conclusion qui peut vous paraître abyssale, mais totalement abjecte. Mais c'est le reflet de la réalité. Donc en 2011, les journalistes des minorités visibles à l'antenne de Radio-Canada représentent 2% de l'ensemble. Donc ce n'est pas très très loin du constat qu'avait fait Florian Sauvageau en son temps. 12 ans plus tôt. 12 ans plus tôt, il était arrivé à cette même conclusion-là. Mais là, il avait analysé l'ensemble des médias, la radio, la télé, la presse écrite. Et il avait constaté, comme moi, que la représentation était très, très blanche. Alors, à CBC, le tableau avait quelque peu évolué parce que nous avions 13% des minorités visibles, un chiffre qui était davantage proche de la présence, du taux de présence des minorités visibles au sein de la population canadienne. On parle d'un taux de 19%. Donc, entre 19 et 13%, nous voyons que le fossé est moins élargi qu'entre 2 et 19%. Donc, je suis arrivée à la conclusion que les minorités visibles sont sous-représentées à l'antenne de Radio-Canada et de CBC, mais avec une nette amélioration sur une période de 12 ans pour CBC. Ouais, donc, voilà. Très bien. Alice, fantastique exposé. Hein? Puis vous avez une maîtrise du micro là, qui montre votre passé à la télévision. C'est fantastique. C'est bien. Fantastique. Merci. Écoutez, ça, c'est évidemment dans notre machine à remonter le temps. C'est il y a longtemps, il y a 6 ans. Ben oui, c'est sûr. Les choses ont certainement évolué depuis. On l'espère et on le souhaite vivement. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers nos estimés collègues. On les appelle les invités de marque. Alors, on les rappelle, Joanne Drouin et Michel Cormier, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, vous êtes là comme des compagnons parce que vous allez aider l'un et l'autre à faire la preuve que les choses bougent. Alors, qu'est-ce qu'on... Ben oui, je pense que ça bouge. Oui, je pense que je peux dire que les choses changent. Est-ce que ça change assez vite? C'est toujours la question, dans le fond. Donc, spécifiquement à Radio-Canada, ce qu'on remarque, c'est qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu effectivement une augmentation. Il y a environ 6% des employés de Radio-Canada, donc seulement service français, qui sont issus des minorités visibles. Donc ça, c'est ce qu'on voit au 1er avril dernier. Pour une cible de 10%. Si on se demande, en fond, pourquoi la cible est à 10% et non pas à 19 ou à 23, comme on verrait, par exemple, dans la région métropolitaine de Montréal, c'est tout simplement parce que nos rôles sont des rôles principalement médias et donc la disponibilité de la main-d'œuvre dans ces rôles-là est d'environ.
C'est-à-dire que là, on parle qu'il y a un certain niveau d'éducation qu'il faut atteindre, un certain niveau de langage également pour travailler au sein d'une entreprise de communication qui est différent, par exemple, que pour un autre poste. C'est ça qu'on détermine. On dit qu'il y a un bassin de 22 d'immigrants, mais en réalité, on ne peut pas atteindre ce pourcentage dans notre personnel, c'est ça? C'est ça, effectivement. Dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que le bassin qu'on a est plus précis que la population en général. Donc, on est capable de savoir exactement donc quel type de poste les gens occupent. Puis dans quel bassin est-ce qu'on peut recruter des candidats à l'externe. Bien, j'aime cette nuance-là, parce que vous me l'avez appris, comme ça, au téléphone, lorsque je vous ai parlé, parce qu'on dépasse la manchette du journal qui dit « Il y a seulement 2 de gens qui travaillent dans les médias qui viennent des minorités », n'est-ce pas? Tout à fait. Là, je vais me tourner vers M. Cormier. Oui. Vous êtes un spécialiste des manchettes. Mais là, évidemment, il faut aller derrière la manchette. Oui, et, écoutez, il est certain qu'il y a un rattrapage énorme à faire. On est en train de le faire, non seulement pour les journalistes, mais aussi pour toute la population qu'on invite sur nos tribunes aussi, pour diversifier les points de vue aussi. Alors, c'est d'autant plus important que, par exemple, ça affecte un peu ce qu'on produit. Si je prends, par exemple, la question de l'immigration, de l'intégration, de migration, qui est vraiment maintenant qui domine l'actualité depuis 2 ans à peu près. Si on a des gens qui ont vécu ces expériences-là, qui peuvent, comme journalistes, en témoigner et couvrir, le regard est beaucoup plus riche que si ce sont des gens qui n'ont pas vécu ces événements-là. Alors donc, c'est donner un exemple d'à quel point c'est plus riche comme couverture lorsqu'on a des gens qui ont cette expérience-là. Ce qu'on est en train de faire, par exemple, à l'information, on a vu aussi qu'il y avait des blocages, des obstacles pour des gens issus de la diversité qui n'étaient peut-être pas aussi importants que pour le reste de la population qui est née ici. Alors, par exemple, juste sur la question du français, les tests de français, on les a refaits pour qu'ils ne soient pas un blocage, parce que c'est pas vrai que tout le monde écrit instinctivement comme on apprend à écrire ici, ou un peu dans la société québécoise ou canadienne-française. Alors donc, on a fait des tests de français qui sont pas des repoussoirs pour les gens. Ça nous aide beaucoup. Deuxièmement, c'est qu'on fait aussi la même chose pour les connaissances générales, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait les mêmes connaissances non plus, et parfois, c'est peut-être pas non plus un avantage nécessairement. Et la troisième chose qu'on fait aussi, c'est qu'on recrute, on a changé notre mode de recrutement. On va maintenant dans les facultés activement, pas seulement les facultés de journalisme, mais toutes les facultés, et on va dans les foires aussi d'emploi, d'immigration, de diversité pour s'assurer qu'on a un point de contact autre que ce qu'on fait auparavant. Parce que ce dont on se rend compte, c'est comme ça fait longtemps que les gens ne se voient pas à notre antenne, bien, ils n'aspirent pas, ils ne peuvent pas aspirer à ces carrières-là. Alors, comment est-ce qu'on brise ce cycle-là? Alors, c'est pour ça que maintenant, on est allé à la rencontre au-devant de plus de 600 étudiants universitaires cette année. C'est la première fois qu'on fait ça. On les invite ici, on va les voir dans les facultés. Et on invite tout le monde, que ce soit des gens en philo, en ingénierie, en médecine, en dentisterie, peu importe. Tout le monde qui est intéressé par le journalisme, parce que ça peut faire des carrières intéressantes. Alors donc, c'est ça qu'on a fait. Et, pour parler un peu de chiffres quand même, à l'information, maintenant, on est monté à 8 C'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. Mais autre chose aussi, c'est que pour chaque nouvelle embauche, pour chaque 4 nouvelles embauches, il y en a une qui est tenue d'être de la diversité. Alors donc, ça devrait aussi améliorer les choses, mais il faut se fixer des balises, sinon on n'y arrive pas qu'avec des intentions. Là, vous avez présenté ça de façon extrêmement diplomatique, tenue d'être de la diversité. Mais quand j'étais petit, j'écoutais les émissions à la télévision américaine, on parlait de la question des quotas. Vous vous souvenez de ça? Ça avait divisé la population énormément. Comment est-ce qu'on jongle avec cette notion-là pour ne pas froisser, puis en plus rendre ça plus sympathique, ou je ne sais pas, là... Ben, on s'entend que c'est ta compétence essentielle ou attendue pour le poste. On fait pas... Il n'y a pas de compromis, là. Non, on fait pas de faveur à personne de les mettre dans des postes où ils ne pourront pas performer non plus. On n'est pas là-dedans. Mais moi, je sais qu'il y a assez de gens talentueux de tous les milieux pour qu'on puisse remplir ces cibles-là, atteindre ces cibles-là, sans faire de compromis sur la qualité. Alors, la question ne se pose même pas. Il y a des gens excessivement talentueux à l'extérieur. Il s'agit de les trouver et de les intéresser à venir chez nous. Vous avez parlé de 8
dans nos salles de nouvelles présentement. Il y a Luc Simard, je voudrais le faire intervenir, il est en vacances, alors il faudrait, de façon artificielle, il faut l'injecter dans la conversation. Il a fait une entrevue avec la presse, le quotidien La Presse, qui n'est pas tenu, lui, de tenir des statistiques par rapport à combien de personnes font partie de la diversité. Radio-Canada l'est parce que c'est la loi de la diffusion. Hein. Nous, on est obligé de faire ça. C'est un contrat qu'on a avec le gouvernement. Il dit, sa citation ici que j'ai reprise, c'est « On est assez loin de notre objectif pour l'ensemble de la boîte », une entrevue accordée en décembre dernier. C'est mieux en information, où les minorités visibles représentent, lui, il disait 5,9 de l'ensemble du personnel, et l'objectif, c'est d'atteindre 7,9 donc, là, vous me confirmez, c'est atteint, c'est de la nouvelle. On l'a dépassé de 0,1 Hey, hey. Alors, on peut faire un reportage avec ça. Il y a dessus une équipe qui est sur place. Oui, bon, parfait. Alors, ça va bien, notre affaire. Écoutez, ça, c'est pour le service d'information. Mais évidemment, c'est une grosse société. Là. Il y a plus que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent à soutenir notre travail et qui ne font pas partie officiellement du secteur de l'information. Comment ça se passe présentement, Jovan, au niveau des attitudes qu'on doit changer? On a parlé ici avec Michel qu'il fallait changer les tests de français, les questions qu'on pose. Je dirais, dans le fond, c'est toujours le défi. Là. Le défi, c'est qu'on a une historique. Donc, on commence avec des systèmes qui ont été bâtis peut-être à une époque où est-ce qu'on avait peut-être une certaine façon de penser, donc ça doit évoluer avec le temps. Donc, ce qu'on remarque au niveau de la société, c'est qu'il y a une grosse partie du travail qui est de l'éducation. Donc, vous avez probablement vu qu'on a fait des formations sur les préjugés inconscients au cours des 2 dernières années. Donc, ça s'est vraiment déployé au niveau de Radio-Canada dans la dernière année, qui ont été d'ailleurs adaptés spécifiquement pour Radio-Canada avec plusieurs collègues courageux qui ont d'ailleurs fait partie de vidéos qui ont été créées pour les formations. Mais ça, c'est seulement l'éveil. Donc, ce qu'on essaie, dans le fond, c'est qu'on devienne plus exposé, je dirais, à ce qu'on ne connaît pas, qu'on n'ait pas peur, dans le fond, de l'inconfortable, parce qu'il y a une grosse part d'inconfortable là-dedans, puis c'est correct. Ce qu'on remarque, c'est que dans les autres parties de la boîte, donc si on pense spécifiquement à CBC, donc eux ont une réalité vraiment qui leur est propre et ont leurs défis aussi qui sont très propres. Ce qu'on remarque, Michel parlait tout à l'heure de ce qu'on fait, où est-ce qu'on essaie d'aller parler, d'échanger davantage avec des candidats potentiels. En fait, ultimement, ce qu'on vise, c'est le talent, où est-ce qu'il se trouve. Puis, si on avait utilisé un autre nom pour diversité et inclusion, ce serait probablement ça. Donc. En tout cas, le talent, il est ici. Hein? Moi, j'écoute. Je suis comme... Vous étiez pratiquement en train de vous endormir. Pas en tout. Non? Hey. Mais là, depuis combien de temps vous êtes chroniqueuse à Espace Autochtone? Ça va être ma 2e année. Ça passe tellement vite, on a du fun, nous autres. Là. Espace Autochtone, ça a grossi d'ailleurs. Quand j'ai commencé, j'étais un petit peu toute seule, mais il y a une recherche justement pour les talents. J'ai des collègues que je vois là ailleurs, qui sont des nouveaux talents qui sont rajoutés, puis justement, offrir des formations à des gens qui ont ce talent inné à la communication, à faire connaître l'information, parce que c'est vrai qu'on rentre dans des codes sociaux qui sont totalement différents. Je parle en tant que femme autochtone, et une des premières choses que le monde me disait, c'est « Ah, mais toi, tu parles bien français, toi, t'es communicatrice. » J'ai dit « Oui, mais je viens du même milieu, c'est juste qu'il a fallu qu'il y ait des gens qui me donnent la chance. » Et là, on parle des préjugés invisibles, parce que j'écoutais, puis j'étais comme « C'est vrai, ça. » Mais les préjugés invisibles, c'est tout, là, c'est ton accent en français parce qu'il est infusé de l'accent inou ou juste même ton apparence physique. Quand tu réponds pas au code normatif, alors que c'est pas les mêmes pour nous, on n'a pas le même regard sur les gens. Mais je veux dire, quand j'y pense, au début, j'aurais jamais même pensé pouvoir être une chroniqueuse ou avoir accès à parler en public, parce qu'il n'y a rien dans les médias, puis là, je remonte à 1990, là, la crise d'Oka, qui nous disait qu'on avait notre place, à part si on bloquait des ponts, à part si on manifestait dans les rues, puis même là, on voyait très peu le visage des Premières Nations à ce moment-là. Et quelques années plus tard, je pense que c'est ce qui a été un peu la force de I Don't Know More, le mouvement dans lequel je me suis beaucoup impliquée, et beaucoup d'autres voix se sont impliquées, c'était de diversifier les visages. C'est pour ça qu'on était des co-organisateurs, des co-fondateurs. On voulait avoir plusieurs visages parce qu'on ne pouvait pas avoir uniquement 1 ou 2 représentants qui étaient constamment dans les médias. Les voix sont trop différentes, les idées sont trop différentes. Donc, en étant des co, on pouvait dire, écoutez, il y a plusieurs autres voix, il y a plusieurs messages. Vous pouvez en inviter 2 à la fois. Et les gens, plus le message est passé, plus les Premières Nations sont apparues dans les médias, et plus les gens sont mis à chercher, justement, pas uniquement le ou la autochtone, mais
la personne qui avait l'expérience pour parler du sujet. Et ça a forcé les gens, justement, à se défaire des fois de vouloir la personne avec l'accent francophone parfait ou le visage parfait. Et ça a permis, justement, de diversifier les visages et les messages. Et donc, je pense que ça a enrichi le milieu des médias. Puis à Espace autochtone, c'est ça qui est fantastique. Et avec d'autres médias qui ont quand même collaboré avec les Premières Nations avant les grands médias de masse, il y a eu une possibilité d'arriver avec des histoires qui n'étaient pas uniquement liées aux aspects négatifs de notre historique, mais aussi à comment on dit nos mots, quelles sont nos communautés. Et le premier défi que j'avais donné, c'était à des journalistes, peux-tu me nommer les 11 nations? Et certains journalistes, j'ai vu, j'aurais pas trop voulu leur imposer de me répondre sur le coup, mais il y a des gens qui sont venus me voir l'année d'après puis ont dit j'ai appris mes 11 nations. Et les gens ont commencé à s'informer sur les 52 communautés au Québec et ont commencé à agrandir leur réseau de personnes avec qui parler des Premières Nations. Et j'ai pu aussi aider à connecter des gens sur des sujets, alors que pour moi, c'est comme, ben oui, c'est elle, la personne qu'il faut que tu contactes, mais les gens ne les avaient pas en tête. Donc, je pense que ça l'a permis de débloquer un entonnoir qui, malheureusement, faisait pas beaucoup de place pour les Premières Nations, malgré le fait qu'on a 7000 ans d'histoire. On peut voir dans les livres d'histoire que les pages qui nous concernent sont encore très minces, mais tranquillement, je pense que le livre de l'histoire du Canada commence à être coécrit et commence à faire de l'espace pour les Premières Nations, mais c'est encore en progression, puis beaucoup de travail à faire. Écoutez, quand on parle du cœur, on s'exprime bien, hein? Ah oui, c'est tout à un fait. exemple. Tout à fait. Ouais. Je vais me tourner vers Oui, parce que oui. Vous avez, comme plusieurs autres personnes à Radio-Canada International, des responsabilités extraordinaires. Vous devrez bientôt nous quitter. Ah oui. Eh oui, pour une entrevue avec un invité. Donc, on ne peut pas décommander, mais on peut s'adresser avec vous pour parler de ces préjugés inconscients. Mais il y a d'abord cette question de l'accent. Puis, on parle des avantages... comment vous avez dit ça? Plutôt en réunion de production, au Parlement, vous parlez pas des... Des non-avantages. Des non-avantages. Il y a des groupes qui ont des non-avantages. Alors, dans le cas des communautés asiatiques qui sont à l'écoute de Radio-Canada International, qui vivent à Montréal, par exemple, c'est pas facile nécessairement de percer puis de venir ici travailler. Pourquoi? Oui, mais d'abord, il y a la barrière de langue. Il faut dire que les Chinois, avec la langue chinoise et la langue française, c'est vraiment très, très différent. Très, très différent et difficile pour les Québécois d'apprendre le chinois. C'est aussi difficile pour les Chinois qui apprennent le français. Peu importe comment, tantôt on parle de tests de français ou tests de connaissances, mais quand même, l'émission est faite en français. Il faut quand même être capable de s'exprimer et capable d'être accepté par le public, parce que nous, de toute façon, on fait face à un public. Il faut avant tout le public accepte, peu importe, on met des visages différents ou accents différents. Et ça, je crois que, pour moi, je considère que je travaille, c'est comme on parle de l'inclusion, je trouve que je travaille sur un autre front pour le même combat. C'est-à-dire que j'essaie avec mon travail, de construire des ponts entre les îlots culturels ou psychologiques des gens de ma communauté pour qu'ils sortent, pour voir comment au-dehors ou bien la société, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'on est en train de penser. Puis aussi, quand je vois que, justement la semaine passée, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit que les gens de syndicat, ce sont des paresseux. Ou bien quand on parle de Trump, des choses, j'aimerais bien que... Je considère ça, c'est comme un échec de mon travail. J'ai essayé de les amener, c'est-à-dire pas nécessairement accepter, mais au moins... savoir qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on est en train de regarder ou parler. Et peut-être un jour, je me suis dit, ils vont s'intéresser à Radio-Canada, peu importe le visage ou ils peuvent s'intéresser ou bien s'exprimer ou communiquer en français ou en anglais, savoir. Et un jour, ils vont s'intéresser. Quand on parle des talents, c'est vrai, il y a des talents qui se cachent, puis ils vont sortir. Je voudrais poursuivre sur la question de l'accent. Dans quelques moments, peut-être dans 5 ou 6 minutes, avec vous, Leven, il y aura avant une prestation de notre groupe Nomadique Massive, mais d'abord, Parlement, je veux un bilan de mi-émission avec nos invités spéciaux.
Oh, Je veux savoir ce qu'ils pensent, parce que c'est le temps de rediriger le tir, là. Parce que c'est pas fini, l'émission, la mi-émission, c'est le temps de décider si on s'en va dans la bonne direction ou pas. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a réussi à vous satisfaire dans vos attentes par rapport à cette émission? Pascal. Des discussions très intéressantes. Moi, j'aurais un commentaire aussi par rapport à ce que la personne disait à l'instant vis-à-vis de l'accent français international qui est promu chez CBC Radio-Canada. Le problème, selon moi, c'est que la société évolue et en concentrant justement sur cet accent français international, on va se mettre, selon moi, à dos une partie de la société qui se retrouve pas du tout dans cet accent et qui va trouver artificiel de devoir écouter des nouvelles ou les bulletins de nouvelles avec un accent qui leur parle pas, qui leur correspond pas. Donc, je trouve que c'est très important de miser sur cette diversité et de l'accepter à l'antenne, à la radio, sur tous nos médias, notamment pour cet aspect de l'accent de la langue parlée. D'accord. Pauline? Oui, ben moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment important de continuer de faire ça. Et puis, comme ce que tu disais, à l'antenne aussi, que ce soit à la radio, je trouve que c'est très important. Concernant l'inclusion des personnes avec un handicap, qu'est-ce que vous en pensez du travail qui se fait à Radio-Canada et de la discussion qu'il y a eu en ce moment? Je pense que ça serait intéressant de mettre plus de personnes justement à l'antenne parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas assez et il peut y avoir des préjugés et c'est vraiment important d'intégrer tout le monde. James François, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on vous satisfait dans les conclusions, dans les débats? Tout à fait. Ça, surtout quand on parle de chiffres, Michel a parlé tout à l'heure de chiffres de passer de 5 à 7 %. Il y a une amélioration. Je vois une amélioration depuis que je suis à Radio-Canada. Il y a deux choses que j'aimerais dire. Premièrement, c'est j'espère que le mois de la diversité et de l'inclusion ne sera pas juste le mois de juin. Ce sera pendant toute l'année. Donc, on ne parlera pas de diversité seulement en juin, puis après, on recommence l'année prochaine. Donc, j'aimerais ça continuer à parler de diversité toute l'année entre tes collègues, puis entre les gestionnaires, tout ça, pour voir. Une question que j'aimerais poser, je ne sais pas s'ils l'ont abordée. Qu'est-ce que vous pensez de mettre un quota? De mettre un quota, par exemple. Est-ce qu'on peut dire Radio-Canada a un quota de 5 % à atteindre? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Michel a parlé du fait qu'un candidat sur 4 qui était sélectionné devait venir d'une communauté. Il n'a pas utilisé le mot avec le cul, là, mais autre chose. Ça fait presque un an qu'on a cette directive-là maintenant, avec l'arrivée de Michel Bissonnette à la vice-présidente, alors, et de René-Claude Ménard aussi, qui s'en occupe assez assidûment. Merci René-Claude. Alors donc, il y a une volonté vraiment qu'on sent et il y a des objectifs qui doivent être atteints chaque année. Alors, c'est déjà, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a des quotas ou des cibles ou des chiffres qu'il faut atteindre. C'est bon. Bien, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un danger. Il faut faire attention parce que c'est ce qu'on appelle aussi vouloir la petite face brune. Alors, il faut comprendre que dans la diversité culturelle, il y a aussi un aspect culturel qui n'est pas uniquement lié à l'identité ethnique et que ça aussi, ça fait partie de cette belle diversité-là qu'on parle d'une richesse à Radio-Canada et ce qui peut être apporté de plus. Et ça, je pense que les gens s'en rendent de plus en plus compte que ce n'est pas uniquement une question de rajouter des visages, mais de rajouter aussi la saveur qui vient avec les cultures et qui, des fois, si on me regarde, on n'a aucune idée que je suis Innu, mais la culture a suivi. J'ai pas l'air, mais j'ai la chanson. Avec ça aussi, c'est important de rajouter ça dans nos conversations entre collègues. Là. Parce que la diversité, c'est en fait la diversité des points de vue, c'est la diversité des parcours aussi. C'est pas seulement le visage, c'est pas justement visible. Et Diana, on parlait justement de la diversité d'accent. On parle d'un chiffre de 2 enfants sur 5 au Canada qui vivent avec un parent né à l'étranger. Donc, ça veut dire que ces enfants-là ont déjà l'oreille prête à des accents. Donc, j'imagine que notre public, à l'avenir, va être prêt pour les accents. Les commentaires que je reçois, c'est sûr que c'est des personnes qui, oui, saluent la présence d'une diversité en ondes. Je suis curieuse d'entendre ceux qui seraient moins favorables parce que sans doute il y en a.
Puis, pour ce qui est de cette diversité-là et de l'accent, des fois, je me demande si c'est pas plus à l'interne qu'on a une peur que ce que les auditeurs peuvent penser de la présence d'accent. Je me pose la question des fois. Juan Carlos, donc on avait des attentes par rapport à cette émission. À date, vous êtes content? Oui, en effet, je suis très content parce qu'en étant formateur, j'aime aussi apprendre. Puis les points de vue par rapport aux Premières Nations, je l'ai entendu, puis c'est des choses que je ne connaissais pas, puis que je suis en train d'apprendre, puis que c'est ça. Merci, en effet, c'est très bien pour moi parce qu'on discute de tout genre de diversité sexuelle, diversité visible, mais aussi les Premières Nations. Moi, j'ai appris plein de choses, puis je suis content qu'on se lance sur tout genre de diversité dans cette discussion. Alors, il est prêt à nommer les 14 Premières Nations, c'est ça? 11. Moi, les examens, ça fonctionne jamais. Écoutez, Paloma, oui. On va aller vers Nomadic. Parfait. Ensuite, on va revenir avec une question. On va mettre à l'épreuve les connaissances. On va compter les points de chacun. Exactement. Et on va voir qui gagne. Parfait. Ce ne sera pas moi. Voici donc Nomadic Massive. Diversidad es muy importante, chicos. Resurrección. Somos pocos y nos conocemos, lo cual solo al último momento nos enteremos. Relativamente relleno de veneno, acostumbrado, confortable, sin terreno. Por tanto vuelos en este aire pleno, canto serenata sobre una sonata, un sueño. La vida aspira o te domina, eligen un arreglo. Nada es cierto, uno camina pero respira muerto. Sin ser sincero, su propio rejero. Pero hay que decir, tanto decir, lo lamento. Lo que hay en común vale de veces más que un objeto. Ponete las pilas como decía mi abuela sin guía, ponete las pilas y méteme en mi sinfonía. No ven etapa de dolor y alegría, el hecho seco inundado en la fantasía, para reemplazar el sentimiento cada día, los miedos de replicarlo igual de mi generación perdida. Get up, show up, stay up, live up, mess up, fess up, what it is, kids. Ain't no dress up, tell them what you want. More, how to work, more, what you want. More. Get up, show up, stay up, live up, mess up, fess up, what it is, kids. Ain't no dress up, tell them what you want. More, tell them how to work, more, tell them what you want. More. Yo, hey yo, my flesh came from ashes, flashbacks and drastic. I sleep with a vision in the regions of the legends. A park bench to spark 7 stars from the heavens. My dreaming eyes been blessed with them drums to test. My awareness is undressed, and that's why I'm getting the rest. My heart's full of poem from the dome I cab home. I keep my windows closed so I can focus on my fifth eye. Align with the rhyming, serve with right timing. What's the logic? See, when you persecute your own, then you force them to live home and force them to cook stone. I've seen broken spots with lips wrapped in Band-Aid. Been betrayed for years with hoes behind the shades. Memories are on vacation with those tack and Swiss bank. Shit stanks, dollars and cents, that goes to tank. Lips smacking with no types of action. Provide for your people, there won't be no sequel. Yo, get up, show up, stay up, live up, mess up, fess up. What it is, kids. Ain't no dress up, tell them what you want. More, tell them how to work, more, tell them what you want. More, come on. Get up, show up, stay up, live up, mess up, fess up. What it is, kids. Ain't no dress up, tell them what you want. Show them how to work, tell them what you want. More, come on. شكون هي من بلاد سيدي عبد الرحمن طفلة زينية والجزائر بقعة جغرافية فقرة غنية بالبترول والغاز والتاريخ الإنسانية اسمها إفريقية في الأحياء الشعبية ستجاب بالذات صوتها عالي نغمة غربية برنا شعبية صرعت قاع الناس في حومة البحرية هذه قصة واقعية في وقت الإرهاب والميزيرية breaking borders cutting corners burning bridges burning borders it's the paradox to seek a freedom away from your people safety out of your country by enemies necessary they call me حراقة صلتها تو كندا جازوا العوام المعيشة صعبت داروا الأيام وقلوب الناس عيات ودابت خلاص الكلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام
Hey, Tallywop. Hey yo, big bad bounce, bounce to the bassy. Bet your body, this you'll be turning you stupidity. Stupidity like Lucy Goosey. Watch how them a boogie woogie boys and girls and wanty rhythm not go stop. You playing like you bond big, next man bond bigger. I know nothing still live big things you are deliver like. How you grinding bigger for your mama big too? Them so big, them boss, you not big just fool. Big mean work mean move. Move not mean jerk, move mean move. Like plant seed, forget back food. If you can't read, you can't see truth. Them with big pockets are big clues too. You still want be big, make some new big rules, make some new roots, brew big words, big truth. Like a big body gal, make sure we see you. Know about this, know about that. You know about all the things I made us like that. You with me? Her and him? We got our own thing. If y'all know it all, then y'all don't know anything. What you know about this? What you know about that? Know about all the things that made us like that. You with me? On les applaudit à Nomadic Massive. Merci. Michael, Buta, Myriam, Wally, Tali. Nous, on est chanceux. On est à l'ombre pendant toute la durée de l'émission. Vous étiez au soleil, bien évidemment. Hein? Vous êtes les véritables stars de l'émission aujourd'hui. Merci. Alors, merci d'être avec nous. Je vais donner quelques informations vous concernant parce qu'il est possible que certaines personnes ne vous connaissent pas encore. Vous êtes créé en 1900, vous êtes réunis ensemble en 2004. 2004. Vous êtes 1912, d'accord. Et vous étiez au départ les mêmes ou vous avez un peu changé au niveau du groupe, ça bouge un peu ou... On a un peu changé, mais un peu quand changé. même, 6 membres originaux sont encore là. Ça fait 14 ans maintenant qu'on est ensemble, sur la scène locale et aussi internationale. Bon, alors l'international, ça commence en quelle année pour vous? Depuis notre naissance, quand même. Oui. Vous êtes né à Paris? Non, mais mes parents sont argentins, des réfugiés politiques de l'Argentine. Puis voilà, on a tout un peu d'histoire. Mais l'histoire ensemble, ça commence C'est ça, en quelle et année? le groupe en question, Nomadic Massive, s'est construit à Cuba. Ah oui? Donc, disons que la saveur internationale du groupe a commencé même au départ, où on a commencé à voyager, etc., depuis le début de... En quelle année? On parle de 2004. 2004, d'accord. 2004, Je pose la question parce que la plupart des Québécois vont à Cuba, donc c'était peut-être présent au moment de la création, n'est-ce pas? On ne sait pas. Je voulais vous demander, vous nous écoutez parler entre professionnels des médias. Vous nous regardez, bien sûr, à la télévision, j'espère. Si ce n'est pas vrai, dites-le pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? Je ne veux pas vous poser des questions politiques, mais des questions, allez-y. Vous représentez pour nous l'exemple réussi de la richesse quand on se retrouve tous et chacun, on dit on va chanter dans toutes nos langues, communes ensemble au même moment. Qui veut y aller? Qui veut livrer ses impressions? Ben, je trouve que c'est clair qu'avec Nomadic Massive, on croit vraiment qu'on représente Montréal. Et ça veut dire le Québec aussi, parce que c'est ici on s'est formé et c'est tout à fait normal qu'un groupe existe où on se présente de différentes cultures, en différentes langues et tout. Mais en même temps, à l'extérieur du Québec, on est rarement... mais à l'intérieur du Québec, on est rarement vu comme des Québécois. On est rarement vu comme un groupe d'ici, puis c'est frustrant pour nous, c'est clair. Mais on travaille à surtout souligner ce point-là. Parce qu'on trouve vraiment qu'on reflète la société dans laquelle on Quand vit. vous allez à l'extérieur, vous allez en France, vous allez en France bientôt, je pense, la semaine prochaine, la semaine suivante. Le 3 juillet. Dans le 3 juillet. Là-bas, bon, l'immigration qui vient du Maroc, qui sont beaucoup plus familiers encore que nous. Est-ce qu'ils se reconnaissent également dans la création de votre groupe, dans l'identité? Il y a vraiment... J'essaie de comprendre, là. À travers un océan, il y a un courant qui passe quand même, là, à ce niveau-là. Oui? Avec les musiciens, tout ça? C'est ça, notre expérience a été assez positive en voyageant parce qu'on a l'impression de représenter tellement de cultures que dépendamment où on va, les cultures se retrouvent dans la sonorité et aussi dans les langues. Mais je pense que généralement, c'est surtout dans l'harmonie et la symbiose qui se crée de voir que c'est possible. Parce que c'est pas parce qu'on fait partie d'une certaine culture qu'on va connecter avec ce qui se passe musicalement juste parce que ça représente notre culture. Ouais. Je pense que ça représente quelque chose qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais été vécu, mais qui ressemble, qui est familier. Et donc, c'est pour ça que c'est intergénérationnel, interculturel. Et en France, oui, il y a beaucoup d'immigration d'ailleurs, des pays hispanophones, des pays arabophones, donc de différentes places qui se retrouvent un petit peu dans ce que nous, on représente aussi. Donc, ça marche aussi bien là-bas, finalement. Merci beaucoup. Super sympa. On les retrouve à la fin de l'émission. C'est eux qui vont fermer l'émission comme ils ont ouvert l'émission. Hein? Je voulais me tourner vers ceux qui restent, qui n'avaient pas... Bon, il y en a certains qui ne peuvent pas, ils doivent aller travailler. L'heure de lunch ne peut pas être étendue éternellement à Radio-Canada. J'ai, pour vous tous qui êtes encore présents ici,
J'ai ma deuxième question. Remuez-vous les méninges de l'émission. Il y en a 3. Celle-ci compte pour 30 points. Levez la main si vous avez gagné les 20 premiers points. James? James et Diana. Bon, on en a 3 dans l'assistance. Il reste Carlos. 0. D'accord. Voici la deuxième question. Tout le monde peut participer, hein? Ne vous gênez pas. Voici. L'Institut pour la citoyenneté canadienne est un organisme caritatif national cofondé par Adrienne Clarkson, ancienne gouverneure générale du Canada, bien sûr, et John Ralston Saul, faut-il le décrire, écrivain, grand penseur, qui est marié d'ailleurs avec Adrienne Clarkson. Alors, l'Institut vient de mener une enquête il y a quelques mois auprès de 64 grandes entreprises privées, donc pas Radio-Canada, mais privées, qui emploient collectivement 1,2 million de travailleurs canadiens, c'est beaucoup de monde, et on leur a demandé quel pourcentage de ces grandes compagnies canadiennes estiment avoir été capables de transformer en mesures concrètes d'inclusion leurs convictions en ce qui concerne la diversité et l'inclusion. Donc on veut, mais est-ce qu'on peut? Alors quel pourcentage pense avoir réussi le coup? Je vais me tourner vers ceux qui veulent déjà se prononcer, me donner un pourcentage. Paloma, vous reprenez le fil? Je reprends le fil. Donc, le gagnant en premier, à date. Donc, quel pourcentage vous pensez? Je parle en 12 12% des entreprises privées canadiennes ont réussi leur pari de la diversité. Diana? 20%. 20%. James François? Peut-être que je suis un peu pessimiste. Je vais rester dans ma fourchette en 2 et 5. Oh, 2 et 5. Moi, je dirais 10. 10%. Alors, c'est assez J'aurais simple. été, je suis un peu plus optimiste. J'aurais été entre 20 et 25%. D'accord, 20 ou 20%, un quart des employés. Alors, ça se promène beaucoup, de 2 à 25 Ici, autour de la table, Fadi, vous nous donnez votre version de la réalité? Ben, je vais lancer un chiffre comme ça, 15%. 15%, très bien. 20%. 20% pour Leven. Et puis, Chantal? 17%. 17%. Je vous dis déjà, il y a beaucoup de gagnants. OK. 13? 13%. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, vous avez une réponse? 25%. 25%. Je pense qu'il reste le chiffre 16. Alors, Alors, voici, si vous étiez à 5% de la bonne réponse, vous gagnez les 30 points. Vous levez la main. Qui a répondu près de 10%, 15% ou 5%? Pauline, Bon. Juan Carlos et Fadi. Donc, vous savez, toi, tu as 50 points, Pauline, elle a 30 et Fadi 30. La bonne réponse, c'est 10% seulement des entreprises arrivent à réellement tirer parti de ces avantages. La suite de cette histoire, à plus ou moins grand succès, vers la fin de l'émission, pour le moment, je me tourne vers Leven Sevens. Je voulais vous parler depuis longtemps de cette question d'accent. Ils en ont débattu du côté des invités spéciaux. Je vous sentais bouillonner. Vous aviez votre grain de sel à ajouter, votre propre version de la réalité. Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez des accents, de ces non-avantages, comme le décrit Paloma? C'est ça, ça vient d'une personne qui parle maintenant tous les 4 langues que je parle avec un accent. Alors, même ma langue maternelle, quand je reviens, je suis d'origine arménienne, quand je reviens en Arménie, les gens, surtout les chauffeurs de taxi, me reconnaissent immédiatement que être dehors, quelqu'un qui a passé assez de temps dehors de la pays, j'ai un accent que je ne sens pas, mais même ma langue maternelle. Moi, je pense qu'on a 2 combats à mener. On a un combat ici à l'intérieur de la boîte où on voit ce combat et ça progresse, mais un combat encore plus important, je pense, c'est auprès de nos auditeurs, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, les gens qui nous lisent, parce que je pense qu'il faut vraiment sensibiliser le public que la réalité, ce qu'on voit dans les rues doit être reflété dans nos ondes, dans ce qu'on écrit. Et je trouve malheureusement, souvent, on a peur de prendre cette chance et dire aux gens, écoutez, voici une personne qui parle très bien français ou anglais, mais cette personne va avoir un accent et pour le restant de leur vie. Pour moi, c'est très important qu'on essaie d'intégrer les gens
pas juste les deuxième, troisième générations d'immigrants qui sont en réalité des Canadiens de souche, mais aussi les gens comme moi qui sont arrivés au Canada un peu plus vieux, déjà avec certaines expériences de vie et qui auront les accents français, anglais, russes pour le restant de leur vie. Et c'est quelque chose que... Dans mon cas, je suis comme aussi une minorité invisible ou une minorité audible parce que moi, je suis un homme, oui, je suis un homme blanc, même si en Russie, je serais considéré noir, comme Michel le connaît, parce que je viens du Caucase. Mais, un Caucasien aux yeux bleus. Un Caucasien aux yeux bleus, mais en Russie, c'est un Caucasien, c'est le terme, c'est des Noirs. Alors, c'est quelque chose qu'il faut penser que le vrai combat, ce n'est pas à l'intérieur de la boîte, c'est à l'extérieur qu'il faut le mener. Je voudrais quand même poursuivre à l'intérieur de la boîte. Parce que j'aimerais poursuivre votre idée. Il y a Paloma. Paloma, vous êtes encore avec nous? Je suis là. Vous passez votre temps à parler aux invités spéciaux? Je suis là. Alors, écoutez, vous donnez une formation aux journalistes. Aux journalistes et aux journalistes à la recherche, oui. Les questions qu'on soulève ne sont pas étrangères à la réalité qui est décrite dans les cours. Non, il y a une préoccupation à l'intérieur de Radio-Canada. Les journalistes l'expriment en formation. Ils nous disent, mais probablement que si l'accent est trop fort, l'invité ne sera pas accepté par l'animateur, par le rédacteur en chef ou encore par le public. Donc, c'est un questionnement qui revient souvent. Et? Ce qu'on leur dit à la formation en tant que telle, c'est que on ne fait pas de compromis concernant la qualité du français. La personne doit être capable de donner un bon show, de connaître le sujet dont elle va parler, mais aussi, elle doit parler bien le français ou l'anglais, dans le cas de nos collègues à CBC, mais avoir un accent ne veut pas dire nécessairement qu'on ne parle pas bien français. Donc, effectivement, à Radio-Canada, on ne fera aucun compromis concernant la qualité du français. C'est évident. Il faut parler bien. Vous faites la démonstration. Merci. C'est un compliment, bien sûr que c'est un compliment. J'admire sa façon de décrire les choses. C'est pas sa langue maternelle, c'est l'espagnol. Et puis, c'est comme parler à une sœur. Alors, fantastique. Merci, Paloma. Vous dites que j'ai pas d'accent? Non, je pense que j'entends quelque là, chose. Stéphane, merci. Écoutez, je pense qu'on va 9 minutes, l'émission est terminée, donc nos collègues de Massive vont pouvoir quitter parce qu'ils ont d'autres obligations, ils sont très populaires, et la France les attend dans quelques jours. Alors, écoutez, je voulais passer à la section que j'appelle les questions provocantes et les mots qui dérangent, d'accord? Est-ce qu'on accumule des points en répondant à vos questions provocantes? Non, on en perd. On en perd. C'est ça. Le but, c'est de garder nos jobs. C'est parfait, voilà. Et on en profite pour poser des questions aux représentants de l'administration. D'accord? Non, j'exagère. Bon, les questions provocantes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question provocante ici? C'est quelqu'un une question provocante de ce côté? Oui, par rapport à ce qu'on a discuté. Une bombe à lâcher. Quelque chose à dire? Non? Oh oui, Pascal. Oh yeah. Pascal. Moi, j'aime ça, les questions. Oui, une petite question un peu provocante. Moi, je viens du département de technologie. Évidemment, on sait que c'est un département très, malheureusement, masculin, homme blanc, hétérosexuel, 40-50 ans. Qu'est-ce qu'on fait à travers l'entreprise pour briser un peu ce paradigme et essayer d'ouvrir, par exemple, permettre à plus de femmes d'accéder à des positions de leadership dans ces départements, avoir plus, moi évidemment je viens de la diversité sexuelle, donc avoir plus de représentants de la diversité sexuelle dans des postes de responsabilité. Quelles sont les mesures prises? Donc, peut-être que je vais prendre la question. Jovan, de Personnes et Culture, donc notre équipe de ressources humaines. Ce que je répondrais, c'est que, premièrement, je pense que ISTM sait qu'il y a un enjeu au niveau de la représentation des femmes pour l'équipe. Et c'est vraiment spécifique au niveau de la composante ISTM. Donc, de manière générale, dans l'organisation, je pense qu'on fait bien au niveau de la représentation des femmes, et c'est vrai d'un point de vue hiérarchique ou d'un point de vue des différentes composantes, incluant Radio-Canada. Mais pour ISTM, ce qui est en train d'être fait au moment où on se parle, c'est de mettre sur pied donc un plan d'action qui va tomber sous la nouvelle stratégie triennale d'entreprise pour diversité et inclusion, donc ce qu'on appelle le plan sur la diversité et l'inclusion 2018-2021. Et ce qu'on fait pour la première fois, au moins pour les 10 dernières années, c'est qu'on va avoir un plan d'action où est-ce qu'on va pouvoir mettre l'accent spécifiquement sur la représentation des femmes au niveau de l'ISTM. Et donc, ce sera d'ailleurs publié dès l'automne, donc ce sera public.
Donc, ce qu'on a décidé de faire, et on est d'ailleurs la seule compagnie donc francophone à le faire au niveau des médias. Est-ce qu'il y a une autre question provocante? Oui, Juan Carlos. Oui, en effet, on parle que ça grandisse la diversité au niveau des Radio-Canada. Je travaille pour le secteur des médias numériques, le web. Donc, c'est sûr que nous, il y a de toutes les origines, c'est très ouvert, mais nous, on n'est pas les visages et on n'est pas la voix des Radio-Canada. Donc, nous, on travaille pour le web, mais il n'y a pas personne qui nous voit, il n'y a pas personne qui écoute notre accent, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui va se faire pour voir, par exemple, je sais qu'il y a une émission de radio en Alberta où c'est quelqu'un qui est originaire de l'Afrique qui s'adresse aux gens qui a une émission. Donc, est-ce que quelque chose comme ça, ça ne va pas être un cas isolé? On va voir quelque chose, plus des émissions avec des gens avec des accents ou des gens avec des émissions, des variétés peut-être qui représentent la diversité? Ben, je peux parler de l'information, je ne voudrais pas parler des autres secteurs. Il est certain qu'à mesure qu'on recrute davantage, qu'on a davantage aussi de jeunes journalistes qui commencent dans la boîte, ces gens-là vont devenir animateurs. Et c'était ça aussi un petit peu le problème qu'on avait. C'est pour ça que dans le cas, évidemment, d'Espaces autochtones, avec Mélissa, on a pu directement te mettre dans un poste d'animation. Non, effectivement, et ce genre de projet-là, par exemple, nous permet de, si on veut, contourner des procédures qui sont peut-être un peu plus lourdes ailleurs. Dans le cas de RAD aussi, les jeunes laboratoires de journalisme aussi qui sont en train de réinventer, le taux de diversité est beaucoup plus large à tous les points de vue et on voit que ça, vraiment, la richesse du regard qu'il porte sur les enjeux de société est très, très rafraîchissante pour ce qu'on fait à Radio-Canada. Alors donc, il y a aussi cette façon-là, si on veut, de promouvoir des gens, les visages, si on veut, et les voix, pour les mettre à l'antenne. Alors, c'est des débuts, mais ce sont les voix maintenant qui s'offrent à nous et l'ambition est là. En information, on a une première femme qui va me remplacer comme directrice générale de l'information. C'est fantastique. Il y a beaucoup de femmes qui sont cadres à l'information. Alors, maintenant, il faut s'assurer que toute la diversité maintenant se retrouve aussi dans des postes de décision. Stéphane, il y a une question ici. Soleiman Melali, rédacteur en chef de Radio-Canada International. Il est là, un peu caché, ici. On est là. Allô. On est là. Moi, j'ai une question pour toi, Stéphane. Ah là là, oui. Toi, le Québécois de souche, bien, même si tu es à peu près aussi bronzé que moi, comment tu te sens et comment tu vis la diversité autour de toi? Moi, c'est très facile. Moi, j'ai reçu un appel il y a 20 ans pour travailler à Radio-Canada International. J'étais à Windsor, en Ontario. Et il y a un gars qui s'appelle Ossénou Diop qui m'appelle, dit on cherche quelqu'un qui se débrouille, qui est capable de tout faire. Bon. Et puis, Radio-Canada International, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce que je savais, c'est qu'il y avait plusieurs langues. Et je savais aussi que moi, je venais mon contexte culturel était totalement différent du Québécois ordinaire. J'avais 2 ans, je suis parti pour l'Afrique, je suis revenu à 12 ans au Québec. Tout ce que je connaissais du Québec, c'est mes oncles et mes tantes, et l'hiver, le froid. Et des fois, l'automne, les feuilles, c'était bien. Autrement, c'était l'Afrique, c'était la couleur, les senteurs. J'ai habité au Sénégal, j'ai habité au Gabon, j'ai visité le Cameroun, j'ai vécu Madagascar, j'ai fait plusieurs pays. Et j'en suis revenu avec la conviction que l'Afrique, c'était la vie, pour moi. Et j'ai essayé de partager ça avec mes petits copains à l'école. J'étais au lycée français à Montréal parce que c'était difficile de m'intégrer au Québec. Scolairement, j'étais système métrique, tout. J'ai essayé de parler de l'Afrique, de la vie, l'amour, tout ça. Personne n'était intéressé. Donc moi, l'exclusion, je l'ai sentie, pas méchamment, mais il y a 2 formes d'exclusion. Celui qui dit face à face, moi, je ne suis pas intéressé. Et il y a celui qui dit tu parles de quoi, toi? C'est ça. Il y a 2 formes. L'autre forme, celle qui dit que tu n'es pas intéressé, moi, mon amour est en Alberta, c'est là que je me suis marié. Et puis en Alberta, un francophone, un gars qui vient du Québec, ça se défend mal. Hein? Et il y a des gens qui vous disent pourquoi est-ce qu'il y a du français sur les boîtes de céréales, vous êtes des cons, des imbéciles. Bon, ça part de là. Et puis aussi, quand j'étais en Alberta, moi, j'ai du sang amérindien. Et l'Alberta. Tu disais plutôt que tu ressembles à personne. Moi, je me disais, tu ressembles à ma mère, mais 40 ans plus jeune, parce que vous avez le même trait. Et ma mère, elle est une elle a beaucoup de sang. Mon père aussi, de son côté. Bon, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ça, sauf qu'une fois arrivé en Alberta, les regards étaient différents. Moi, je ressemble à tout le monde ici au Québec. Là-bas,
On est fondamentalement différents. On est foncés. Ils sont plus blancs là-bas, quand ils sont blancs. Plus blonds aussi. Alors, moi, c'est ça l'exclusion. Je n'ai pas besoin de le crier parce que je suis capable je me défends, je vis avec mes différences. Je suis très créatif. C'est ça ma grande différence au final. Tant mieux. Je n'ai jamais échoué. Mais pour moi, avoir des collègues de couleurs complètement différentes, avoir des collègues, parfait, c'est mon univers. Et moi, pendant des années, le plus grand plaisir de ma vie, qui m'a été enlevé il y a quelques années, lorsqu'on a perdu certains outils au financement, etc., à Radio-Canada International, il faut le dire. Moi, je faisais une émission extraordinaire qui était en rapport avec les auditeurs à travers le monde. Je leur expliquais le Canada. Et à travers ça, je pouvais mieux comprendre comment expliquer les différences du Québec, les différences du Canada. J'ai vécu dans ces deux mondes-là. Qu'on parle de deux solitudes, mais en fait, vous vous ressemblez pas mal, tout le monde, là. Moi, je vois les choses avec beaucoup de relief. C'est ça mon avantage. Le relief autochtone, c'est 5%. J'aurais pu enquêter davantage sur mes antécédents, mes racines autochtones. On ne le faisait pas dans ma famille, c'était pas bien. Mais c'est des choses qu'on doit faire, on doit tous aller en soi. C'est un combat individuel, ce n'est pas nécessairement un combat de groupe. On dit, il faut que ça soit des nombres, des chiffres, des pourcentages. Ben oui, mais moi là-dedans, comment je me défends? Comment j'avance? Beaucoup de gens qui sont ici, je le sais, ils me disent, tu sais, c'est bien, mais c'est, puis ça, mais personne ne pense à ceci, personne ne pense à cela. C'est des choses pour eux. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que chez nous, à Radio-Canada International, je n'ai pas besoin de faire des dessins pour dire les gens pourraient quand même faire plus d'efforts. Tout le monde est conscient de ça. Alors, j'ai un beau milieu de travail, moi. Je suis chanceux. Voilà, il ne faut pas me poser des questions. Moi, je suis animateur. Et je suis connu. Il ne faut jamais poser de questions. J'arrête pas de parler. Mais là, j'ai dit ce que je pensais. Alors, merci. Je vais terminer sur les crédits de l'émission parce qu'il va falloir les laisser quitter. Donc, écoutez, vous chantez. Après ça, on donne les crédits d'émission. Une dernière prestation de Nomadique Massive. D'accord? Merci. Mais oui. Merci. How long till you realize that something's got to give? How long will you keep denying how you live? How long before you see that it's all on you? Yeah. Tant qu'au gros morceau gâteau, ak famille yo made pour sous-eau. Sous tambour, femme sauter, compi des mis sauterelles. Même si c'est j'étais sans cesse, exploitation en fait. Ou qu'on force passer sans son, maman toute nation. Où son conscience universelle, avec un pile séquelles. On faut un oxygène qui saigne, tant qu'on boit des bennes. À gagner diviser, pour conquérir, pour convaincre, pas j'en plein. Ou prier, même si qu'on déchiré. Même si on plaît, yo pas car j'en mets face au à crier, regarder mémoire. Mettre lumière en fait noir. Influence mondiale sans égal, non broussaille ou qu'on prend paille. Baticaille, esprit pyramidal. On joue diaspora, faut que nous retourner. Trop longtemps nous gagnons moment sans maman et ni blessant. Ou fait me chanter, ou fait me danser, nous célébrer. Et pour ça, me honorer, ou à quelle belle pensée nos mains. How long till you realize that something's got to give? Come on. How long will you keep denying how you really live? Hey. How long before you see? Time to get it together, together. Time to get it together, together. Time to get it together, together. How long before you see? Ça se plaît encore. Frère, les prises en montage sont aussi réelles que Tam d'or. Crois-moi, j'en sors. Elle dit Denia, le combat est hardcore. Sans garde du corps, même pas la moulette a du matador. Elle dit qui sait pourquoi on est condamné à payer les pots cassés, dépassés. Outillage plus raffiné que vieille toile d'araignée. Mais check ta réalité. Commence à sentir le café. On n'est plus figé dans le temps où les gants nous sont figés à bout portant. Où les bombes explosent à tout bout de champ. Non, c'est fini. Relini de ces histoires. Rien ne blanchira la décennie noire. Notre survie est une victoire. Notre devoir de mémoire. Quand t'es né dans la merde, tu veux buter les cons qui chient sur de l'or pendant que nos frères se font buter par des ports de gaz à bâtiment. Plus le temps de t'apitoyer sur ton sort. Sors. How long till you realize that something's got to give? Come on. How long will you keep denying how you really live? Come
to get it together, together, together. Time to get it together, together, together. Come on. Time to get it together, together, together. How long before you see? I'm throwing punches, bill collectors chasing me. Where I'm from, we bank accounts and still ain't got no bank monies. We got keepers killing seeds, manufacturing disease, stand-sit, genuflexing. Yo, they breaking knees and despots do it for greed. Evil deeds, they do with ease. Who they once was calling mammies, now they calling them names. What's this? You got skills but need master's degrees. Or better yet, you got ideas but ain't got IDs. María, cosas sencillas sin pandilla, rompiendo corazones como una sandía. Manteca brilla, ilumina cada rincón, cada esquina de un mercado libre donde la misma minoría domina. Viejo porteño, vieja santa asesina, que han creado motos rubiositos sin la bandina. La navaja fina para el que se la hace loco y lo dejamos correr suelto como un gallo sin coco. Oh, 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 oh. How long till you realize that something's got to give? Come on. How long will you keep denying how you really live? Come on. How long before you see? I told you I can change your life. Change your life. Would you let me show you how? Show you how. Will you choose the life? I swear, said it's gonna be alright. I told you I can change your life. Change your life. Would you let me show you how? Show you how. Will you choose the life? I swear, said it's gonna be alright. Merci. Hey, Michael Butin, Myriam Wally, Italie. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, c'est tout. Il y avait une troisième question, hein, mais on vous épargne l'affaire. Ceux qui ont 50% levé la main, il reste combien? Il reste plus beaucoup de soldats sur le terrain. Hein? Non. C'est Juan Carlos de Gagna. Ah, bravo, Juan Carlos. Très bien. Alors, écoutez, si on veut faire partie du comité des employés gays, je ne sais pas comme ça que vous le nommez, vous avez un nom. Voix très- LGBT. D'accord. Q+. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Oups. C'est moi qui dois être là, excusez-moi. On a une page sur IO, sur l'intranet corporatif, puis on a une adresse courriel voix.lgbtq@radio-canada.ca. Et Donc on peut nous rejoindre et tout le monde est bienvenu. Pas besoin de faire partie de la diversité sexuelle pour nous rejoindre. Le message est donc lancé autour de la planète, parce que vous savez, vous êtes à l'antenne de Radio-Canada International. C'est mal parti. C'est parfait. Oui. Alors, écoutez, Paloma, vous saluez vos invités? Oui, on a ici Pascal Laby. Merci beaucoup, Pascal. Pauline Pénicaud. Merci. James François. Je vous en prie. Diana Gonzalez. Merci de l'invitation. Juan Carlos Basso. Gracias. Merci beaucoup. Gracias, gracias. Ce qu'on devrait faire, c'est revenir l'an prochain. Vous devriez être là, me dire si on a beaucoup progressé. Hein? En tout cas, vous pouvez continuer à nous écrire durant la saison, durant l'année, puis à nous provoquer, à nous le relancer. Je pense qu'on voudrait reprendre l'expérience. Si on doit faire ça à toutes les années, hein, tous les mois même, s'il le faut, comme vous le disiez. Oui? Très bien. C'est bien parti. Je voulais vous dire que cette émission spéciale de Radio-Canada International sur les plateformes YouTube, Facebook et puis sur Rio, c'est une idée originale de Soleiman Melali, rédacteur en chef de Radio-Canada. C'est lui qui en a eu l'idée. Bravo! Bravo, Soleiman! Et puis, je vais remercier également mes collègues ici autour de la table. D'abord, je voudrais remercier Mélina Molène-Dupuis. Merci beaucoup. Mélissa. C'était une décision de dernière minute de vous asseoir à côté du prince. Et puis, ça... Je suis la reine. C'est magnifique, magnifique. Et puis, Michel Cormier, c'était votre dernière prestation officielle avant la retraite, peut-être? Non. Ça finit bien une carrière, quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous mettrez ça dans votre CV. Et puis, Jovan Drouin, merci beaucoup d'être venu d'Ottawa. Avec plaisir. Pour nous donner des nouvelles et puis préciser les statistiques, c'était important pour nous. Et puis, je vais me tourner vers Fadi. Merci beaucoup d'être venu. Shukran. Shukran.
Et puis Eleven Sevens également, merci beaucoup. Merci, merci. Chantal, Alice, Chantal, moi je vous appelle toujours Chantal, je ne sais pas pourquoi, c'est très sympathique, mais Oui, c'est vraiment sympathique. Un nom de L'un ou l'autre, Alice ou Chantal, merci. Alice Chantal Chandem, voilà, de la section française de Radio-Canada International. Il y a 5 sections à notre émission, pas encore, mais en général, il y en a peut-être 2 à notre émission. On invite beaucoup les collègues. Je voulais vous dire qu'il y a toute une équipe technique de Radio-Canada qui était avec nous aujourd'hui. Si j'oublie des noms, c'est parce qu'on oublie de m'envoyer un courriel, d'accord? Très bien. Alors, voici Nicolas Bolduc est le responsable de la mise en onde télé. Je voudrais que vous applaudissiez parce que sinon... Oui. Hein? Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Lui, il m'a envoyé des courriels. Caméraman, Éric Carbonneau. Hello. Bravo, Éric. D'accord. Danny Gosselin. Bravo. Bravo. Ils ne se manifestent pas beaucoup, eux, c'est plutôt derrière la caméra. Notre chef technicien web, Maxime Labrie. La transmission était la responsabilité de Martin Celestino. Et le directeur technique nouvelle de Radio-Canada, qui était responsable de tout ça, c'était Stéphane Anctil. Je vais remercier également Luc Simard et Ikram Ben Sassi du service de la diversité et relations citoyennes qui nous ont beaucoup aidés dans cette émission. C'était à leur invitation qu'on a eu l'idée de cette initiative. Voilà. Oh, Paloma! J'ai failli vous oublier. Non, je suis là. Je suis pas partie. Non, mais ça m'aurait fait beaucoup de peine. Non, merci à vous. Parce que vous maniez deux choses de front, la co-animation. Et la descente des escaliers à la vitesse de la lumière. Voilà. Oui, merci beaucoup. Fantastique. Alors, si j'ai oublié quelqu'un, on s'en excuse. C'est votre dernière chance de lever la main. Pierre Dutil de Radio-Canada International. Leonardo Gimeno toujours aussi. utile comme chef d'équipe. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, sur le web, on vous retrouve vendredi de la semaine prochaine. Au revoir.